Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être un point lecture de 4 livres et une petite présentation de la suite de mes achats de DVD, des séries, enfin bon je ne sais pas si cette vidéo va sortir avant les fêtes, normalement c'est prévu pour les fêtes ce que j'ai acheté. Après si ça sort après les fêtes, de toute façon ça vous donnera quelques idées d'achat si vous en avez envie. On va commencer par mes lectures et à la fin je vais vous montrer les DVD que j'ai achetés. Donc aujourd'hui, ce sont des lectures plus ou moins, on va dire, étranges pour ma part, hein, parce que ce sont des lectures que je ne lis quasiment jamais, enfin des livres que je ne lis quasiment jamais. Ils sont un peu différents. Oui, j'ai enfilé mes lunettes et ce sont pas des lunettes artificielles, ce sont des lunettes vraiment de vue, parce qu'à chaque fois quand je visionne ensuite mes vidéos, il y a quelque chose qui va pas et je ne le vois pas, parce que je suis assez loin. Donc après, si ça va être gênant au niveau des reflets sur les lunettes, au bout d'un moment, je vais peut-être les enlever, mais c'est pour aussi pouvoir voir ce que je vous présente. Donc, je vais peut-être commencer, je vais peut-être commencer par la fin finalement. Donc, je vais commencer par Simenon, enfin Georges Simenon, L'affaire sans fiacre. En fait, ce livre, je l'ai lu dans le contexte de demande, on va dire, parce que apparemment, ce livre est un thème scolaire. Enfin bon, c'est pour le moment, c'est, on voulait me l'acheter pour les études. Donc je me dis, ça peut peut-être servir à ceux qui ne peuvent pas l'acheter, je le mettrai en ligne. Je l'ai déjà lu et puis vous allez voir ce que ça donne. Il faut juste que je fasse le montage. Je pense que ça va être vachement gênant avec les lunettes parce que je vois tous les reflets et c'est un peu dérangeant. On verra bien. Donc oui, aujourd'hui même le maquillage est un peu glauque parce que les lectures que j'ai faites sont un petit peu glauques, j'ai envie de vous dire. Donc, l'affaire Saint-Fiacre, c'est un ancien bouquin que j'ai chez moi aux éditions Pocket, qui n'est pas très long, hein, il est vraiment assez court, il est assez bien écrit, 185 pages, hein, donc il est vraiment pas long. Donc ici, on va parler de Maigret, hein, vous connaissez Commissaire Maigret, sûrement, je pense, ceux qui regardent la télé, les séries sur Maigret, il y en avait plein et il y en a encore. Et c'est justement grâce à cette série, à cette feuilleton que je peux tout lire comme il faut, ce bouquin avec les intonations, imaginant bien le personnage, etc. Ça m'a bien permis d'être imprégnée et d'être dedans complètement dans cette ambiance d'enquête, hein, d'enquêteur. Donc moi j'ai marqué, comme toujours, dans mon petit carnet, bientôt il sera terminé, vous verrez plus le rose, vous verrez peut-être un autre. Donc ici j'ai marqué... alors, je l'ai lu en une journée, hein, c'était pour vous, donc c'est pour ça que je l'ai lu en une journée. Sinon, c'était pas du tout prévu cette lecture. Donc Maigret mène une enquête sur la mort étrange d'une comtesse. Comme dans le film, hein, c'est un personnage calme, très posé, observateur et qui analyse beaucoup. À un moment donné, on va assister à un huis clos, donc en fait là j'arrive très vite, quasiment à la fin, hein, parce que toute la première partie, il y aura beaucoup d'observations, beaucoup d'analyses de la part de Maigret, bien évidemment, connaissance de certains personnages qu'il connaît pas. On va évoquer aussi sa jeunesse dans ce village, Saint-Fiacre, hein. Dans ce village, oui, parce que en fait, si vous voulez, le crime a été commis dans l'église Saint-Fiacre. La comtesse a été découverte morte. En fait, si vous voulez, au départ, c'est pas le spoil, au départ, elle reçoit une lettre, il me semble, dans laquelle il est écrit, il y aura une mort aujourd'hui, ou un mort aujourd'hui, enfin, un truc comme ça. Et donc, je ne sais plus comment il a fait cette liaison avec, ce lien avec l'église, mais donc il se rend à l'église où il assiste à une messe et où il observe les gens qui y sont et il attend ce fameux meurtre qui doit arriver, mais qui pourra bien évidemment, je pense, intervenir avant que ça soit fait. Il observe, il est là jusqu'à la fin de la messe, et il y a toujours rien. Il y a juste une femme qui prend son visage dans les mains et après elle reste un peu comme ça figée. Au final, c'est cette fameuse comtesse qui va être décédée comme ça avec son missel. Et donc on le retrouve pas, il va chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'il est passé ce missel, enfin voilà, donc des choses comme ça. Il va voir les habitants du village et leur parler. Et donc à un moment donné, on va assister à un huis clos, enfin, afin de retrouver un meurtrier, donc un assassin de la mère, donc de la comtesse, du comte Saint-Fiacre, qui est arrivé en toute urgence puisqu'il avait téléphoné au château, enfin à la maison, et puis on lui a dit de se déplacer, venir voir ce qu'il en est.
Voilà, donc c'est là que ça va se dérouler la partie la plus intéressante, puisqu'on va voir analyse de chacun de ces personnages qui seront réunis dans cette pièce. Et il y aura, enfin, ça fait un peu une pièce théâtrale, si vous voulez. C'est théâtralisé, c'est bien décrit, tout est sur la même longueur d'onde, en fait. C'est assez sympa. Donc, une histoire assez mêlée, bien dénouée d'ailleurs, hein, vers la fin. Une lecture sympathique et très rapide, hein, parce que j'ai lu assez rapidement, moi qui n'ai pas du tout rapide au niveau de lecture. Et donc, c'était mon premier roman, hein, Georges Simenon. Je ne suis pas déçue, mais ce n'est pas mon préféré parce que c'est un petit peu, malgré que ça soit assez fluide au niveau de lecture, les réflexions sont un peu longues, peut-être trop emmêlées pour moi. Mais sinon, c'est une bonne lecture, hein, donc à découvrir, pourquoi pas. Voilà, ensuite je vais vous parler, donc je suis partie un peu dans le sens inverse, vous voyez, de tout ce que j'ai lu. Donc ensuite on va parler de ce petit livre-là que j'ai acheté récemment, hein, il a seulement 71 pages il me semble, de Philippe Curval, Le Testament d'un enfant mort. Donc c'est un livre science-fiction, hein, moi j'ai pensé que ça allait être quelque chose un peu plus intéressant dans le sens, c'est pas pour vexer, hein, mais plus intéressant dans le sens, enfin, ça n'a pas répondu à mes attentes, hein. Moi, j'ai pensé que ça allait être quelque chose on va être dans la peau de quelqu'un qui est décédé et qu'on aura un testament qu'il avait laissé, enfin, oui, science-fiction, plus fiction que science, et plus fantasy en fait, mais c'est pas du tout ça. Donc c'est écrit déjà sous forme de petits, comment vous dire, vous avez ici en fait des mémoires, hein, il y a 5 mémoires et ensuite vous avez des stocks. Voilà, ça se présente un peu comme les livres que sais-je, hein, vous voyez, donc c'est un peu dans ce style-là. Bon, j'enlève parce que ça commence vraiment à me gêner, ces reflets, c'est insupportable, je ne vois que ça. Donc, après tout, la caméra est bien installée, j'ai plus besoin de lunettes, je pense. 71 pages. Et donc ici, si vous voulez, le résumé, il est vraiment court, hein. Donc en 1978, Philippe Curval imagine le regard d'un nouveau-né sur un monde sans avenir. Je n'ai pas ressenti vraiment ça parce qu'au bout d'un moment, on m'a perdu. Donc en fait, on va commencer par ce que c'est que hypermaturé. Donc c'est un vieillissement rapide des nouveau-nés, si j'ai tout bien interprété, parce que pour moi le livre était un peu compliqué. Il était assez rapide, enfin il était assez fluide dans le sens ça se lisait vite, mais à un moment donné, je crois qu'au stock, il y en a 12 stocks ici, et au stock 7 ou 8, j'étais plus là. Donc c'est assez particulier, hein, comme lecture. Nous sommes dans la tête et le corps d'un fœtus, euh, puis d'un bébé. Donc en fait, fœtus, si vous voulez, on est dans sa tête et dans son corps, donc on sent toutes les sensations qui se passent dans le corps. Il décrit ça comme s'il était quelque part à l'intérieur d'un être, il dit pas la mère, hein, d'un être, d'un humain, dans le noir, tout est gluant autour, c'est chaud, c'est confortable, enfin bon, des choses comme ça, vous voyez un peu. Et puis après, il va décrire en fait les souffrances qu'il va subir lors de sa naissance, c'est-à-dire on va assister aussi à la naissance d'un bébé, mais de point de vue de bébé et non pas de la mère. Donc on va assister au fait que c'est assez violent, hein, parce que on peut dire qu'il est rejeté, évacué, hein, quand il y a la naissance, on pousse pour que le bébé sort, quand il y a l'accouchement, pardon. Et donc du coup, il sent en fait on a de nouveau ces sensations, ce qui est assez marrant de lire ça, parce que on s'imagine pas, on était tous passés par le même chemin, hein, on est tous nés, et donc du coup, vous imaginez en fait le fait, comme il explique, j'étais dans quelque chose de gluant, j'étais dans le noir, maintenant il y a plein de lumière, c'est sec, on me tape sur les fesses, on m'allonge, on me brusque, enfin on me tourne et retourne, je crie, je pleure, je suis née dans le sang et dans la douleur, dans la souffrance, dans les cris, dans les pleurs, je comprends pas ce qui se passe, enfin vous voyez, des choses comme ça en fait, vous êtes vraiment dedans, dans la tête de l'enfant. Et vous assistez au fait quand il commence à bouger sa tête, etc., ses bras et pieds. Et après, à bout d'un moment, je sais pas ce qui s'est passé, mais je comprenais rien du tout. Donc on était hors du corps de bébé, on était ailleurs, on parlait des voisins et on parlait des poussins.
je pense qu'il y a quelque chose qui m'est échappé à ce moment-là, donc là on m'a perdu. Donc j'ai plus rien à dire parce que de toute façon il fait 71 pages seulement, donc là je pense que je vous ai résumé quasiment tout le livre. Mais bon, c'est à découvrir, pourquoi pas, hein, c'est assez particulier comme lecture, donc avec les sensations de ce bébé, ce fœtus, ce bébé futur. Donc voilà, c'était ça la lecture. Ensuite, Nos amis les humains. Depuis le temps que j'achète les livres de Bernard Werber, enfin j'ai lu le premier, son premier. Bon, je l'ai lu celui-ci en premier parce qu'il est il est très court. Il est très aéré, il est écrit en gros. Je me suis dit pour une fois au moins que je lise ces bouquins pour savoir si j'aime ou pas, pour savoir si je continue à acheter ou pas. Je sais que mon conjoint, il est fan, il aime bien, il dit que ça, on l'appelle un peu Stephen King à la française. Moi, je l'appellerais peut-être pas Stephen King parce que, pas dans le sens mauvais, hein. C'est dans le sens à hauteur d'écriture, oui, on pourrait dire Stephen King, mais c'est complètement différent. Stephen King, c'est la peur, c'est l'angoisse, etc. Bernard Werber, c'est la fantaisie, c'est quelque chose d'assez mystique, assez éloigné de la réalité, mais en même temps, il y a la morale, il y a quelque chose de réel quand même dedans, puisqu'il y a une relation entre les deux êtres humains, enfin deux personnes, hein. C'est assez intéressant, il y a beaucoup d'humour. Donc niveau d'écriture, oui, style écriture, non, c'est pas du tout pareil, c'est très différent. Il est vraiment pas long, ce livre, il faisait 190 pages. Donc ici, en fait, vous allez, pareil, je l'ai lu en une journée, en fait, ces 3 bouquins, je les ai lus en une journée. Donc ici, on va assister à une scène assez particulière. Donc vous pouvez voir déjà tout est dit un peu sur la couverture. C'est-à-dire qu'on va faire face à Raoul et Samantha qui vont être enfermés dans une espèce de cage, dans une cage transparente, enfin en verre avec du miroir, d'après ce que j'ai compris. Ils vont être selon eux, vont être surveillés parce que bon, ils sont dans une cage, ils se connaissent pas, ils commencent à s'imaginer des choses, à se dire on a été kidnappés, on comprend pas comment ça s'est fait qu'on s'est retrouvé ici. Il se trouve qu'on passe à la télé et qu'on nous regarde, il se trouve qu'on attend de nous quelque chose, des actions, etc. pour pouvoir nous libérer. C'est comme une télé-réalité, enfin bon, ils se donnent plein de possibilités concernant cet enfermement. Ils comprennent pas, enfin, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on veut d'eux en fait. Sachant que ce sont deux personnes complètement opposées, ils ont les caractères complètement différents. Samantha, c'est quelqu'un d'assez extraverti, elle est dresseuse de tigres dans un cirque, elle est habillée en léopard, je crois, enfin, c'est quelque chose d'assez extravagant, elle a un langage assez familier. Elle tutoie son interlocuteur, hein, le deuxième, la deuxième personne, donc Raoul. Et Raoul, contrairement à elle, c'est quelqu'un d'assez réservé, qui est assez introverti, qui porte des lunettes, qui voyait un petit scientifique, tout le cliché de scientifique, hein. Donc très réservé, très respectueux, très enfermé en lui-même, qui est, je sais plus ce mot-là, il n'aime pas les gens. Il n'aime pas les gens, il n'aime pas les fêtes, en fait, il est dans son monde. Voilà. Tandis que Samantha, elle est assez optimiste. Bon, à la fin, on va comprendre pourquoi Raoul est assez pessimiste, tout simplement parce qu'il y a pas mal de choses qui en découlent. Mais je vais pas vous raconter tout, sinon vous allez pas lire. Déjà, il est très court, hein, ça se lit très vite, avec beaucoup d'humour. Certes, le langage de Samantha me perturbait un peu parce qu'il était un peu familier, un peu vulgaire. Mais sachant que c'est le personnage, ça fait partie du personnage, ce n'est pas le livre qui est tout entièrement vulgaire et familier. Non, c'est juste elle, parce qu'il y a des livres qui sont vraiment beaucoup trop, il y a trop de grossièreté, je n'aime pas ça. Mais là, c'est que le personnage. Et puis c'est assez marrant parce qu'elle va changer de temps à autre, elle va parler bien, et un peu avec un peu plus de respect. Ils vont essayer
trouver un terrain d'entente parce qu'ils sont complètement différents. Ils vont vivre dans cette bulle, en fait, si vous voulez. Ils vont essayer de s'en sortir et comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils sont là. Ils vont faire des jeux dans le sens de, par exemple, le tribunal, défendre l'humanité. Et là, vous allez trouver un peu de choses concernant la morale. Enfin, ça va être assez intéressant. Les sujets sont assez sympathiques qui sont évoqués. Vous voyez, c'est assez sérieux et à la fois très amusant et fantasque. C'est quelque chose d'assez mystérieux. Comme d'ailleurs lui-même, je trouve, il est assez mystérieux, ce monsieur, Bernard Werber, que j'ai découvert via un jeu à la télé, hein, Les Traîtres, et j'ai adoré ce personnage. Franchement, il est personnage dans le bon sens du terme, un personnage dans le jeu télévisé. Et j'ai adoré comment il parle, il est très posé, il est très agréable, hein, franchement, à l'écouter. Et après, une fois l'avoir écouté, c'est là que ça m'a attiré de plus en plus à acheter ses bouquins. Parce que je l'imagine comment il est et j'ai compris comment sont ses livres. Parce que si, je pense, je ne l'avais pas vu, à mon avis, je n'aurais pas eu le même ressenti concernant le bouquin. Mais voyez, franchement, c'est quelque chose d'assez sympathique, très mode de détente et assez particulier vers la fin. Voilà, donc je vous laisse découvrir. Pourquoi pas, c'est très bien. Et puis donc, vous voyez, j'ai même pas consulté en fait mon calepin hein, que j'avais écrit parce que j'ai également écrit que c'est un délire, c'est complètement délirant et hilarant. Et puis ça se lit aussi d'ailleurs sous forme de dialogue parce que vous avez plein de dialogues en fait, et de dialogues entre eux. Et parfois il y a oui, il y a personne d'autre en fait, il y a que deux, donc c'est pour ça aussi que ça se lit vite parce que c'est sous forme de dialogue et c'est un petit peu théâtralisé, on peut dire ça aussi comme ça, mais théâtre contemporain, donc moderne. Voilà. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu en premier, donc c'était celui-ci. C'est pour ça que j'ai accéléré un petit peu mes lectures avec des bouquins un peu plus courts, tout simplement pour avoir un peu plus, vider un peu plus ma bibliothèque. Bon, le but n'est pas à lire pour lire, hein. Le but aussi c'est de lire ce que j'achète là, parce que à chaque fois ça traîne, et quand il y a les livres aussi gros pavés que celui-ci, il fait à peu près 600 pages, je crois. Je n'ai pas le temps de lire tout le reste. Oui, il fait un peu moins de 600 pages. Il fait 543 pages pour être précise. Et du coup, je n'ai pas le temps de lire les autres et puis ça me décourage, etc. Donc, je prends les petits pour me dire que j'en ai lu pas mal. Et c'est assez différent. Vous voyez, j'aurais pu lire aussi bien un deuxième gros livre, mais j'ai préféré trois différents parce qu'il y aura des thématiques différentes, des sujets différents, etc. Donc voilà, celui-ci, Tuez-moi, donc c'est un jeu de mots. D'Edmond Permanja, je ne connais pas du tout cet auteur. Bon, j'ai découvert, écoutez, c'est plutôt pas mal, c'est un roman assez, on va dire, contemporain, avec un langage assez grossier, ce qui m'a déplu d'ailleurs. Là aussi, c'est la question des personnages, mais ici, il y a pas mal de personnages qui sont assez grossiers, vulgaires et familiers, hein, avec d'autres, et d'autres qui sont assez réservés. Hein. En fait, si vous voulez, la scène se déroule sur deux, on va dire, dans les deux camps. Hein. Ça veut dire qu'il y a une partie de personnages, comme je viens de l'évoquer, familiers, et l'autre partie qui est assez réservée, avec un langage posé, soutenu, ce sont des bourgeois d'une famille riche. Hein. Et l'autre, donc, c'est deux gros clichés, hein, comme toujours. Ce sont on va dire, des pauvres, hein, parce qu'en fait, ils galèrent un petit peu. Donc, on va voir ici deux couples, en fait. Donc, il y aura un couple de Noélie, un couple de Zoé et Léo. Donc, il faut savoir aussi que tout se passe donc en France, à Marseille. Donc Léo et Zoé qui travaillent à l'hôpital, Léo qui ne travaille pas, qui est au chômage et qui se drogue, donc qui fume n'importe quoi et qui sniffe. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Et donc ils essaient de joindre les deux bouts comme ils peuvent, et puis bon, il y a des engueulades, etc. Un jour, ce Léo, il découvre un compte Facebook et je vous ai dit, c'était assez moderne et contemporain, un compte Facebook d'une certaine Noélie qui expose toute sa vie sur les réseaux sociaux en montrant les photos, ce qu'elle fait, vous voyez, genre, là j'ai mangé ça, à midi j'étais à la gym, à 10h je suis allée au cinéma, enfin bon, elle décrit tout ce qui se passe et ce que je faisais presque. Avant, je ne fais plus du tout ça parce que ça peut être déjà dangereux.
Dans les deux sens, et pour la personne et pour son bien, pour ses biens, et pour sa sécurité, quoi. Donc, et puis bon, qui c'est qui est intéressé, quand est-ce que vous avez fait pipi, caca, quand est-ce que vous avez mangé, et quand est-ce que vous vous êtes senti pas bien ou bien, enfin bon. Voilà, donc pas la peine, hein. Après, il y a des gens comme ça. Je suis passée par cette étape-là aussi. Je ne suis pas là pour juger. Mais voilà, je dis ce que je sens aujourd'hui. Et donc, il découvre son compte Facebook avec tout ce qu'elle décrit dedans, tous les détails. Et puis, il découvre une ressemblance frappante entre elle et cette personne qui s'appelle Noélie, comme je crois que j'ai déjà dit. Et donc là, on va découvrir un deuxième couple, donc Noélie et Victor, qui sont mariés contrairement à Léo et Zoé. Ils sont mariés, ils ont deux enfants, dont une adolescente, donc Marion, et puis Kevin, qui, je sais pas, il doit avoir 8-9 ans, je sais plus quel âge il a, et donc Marion, il a 16 ans. Ils mènent une vie tranquille, hein, c'est pas du tout... c'est un havre de paix, parce que c'est une belle maison, donc c'est un peu, voilà, comme c'est présenté ici, une piscine, machin truc, enfin bon, voilà, tous les clichés, encore une fois, des riches. Il mène une vie tranquille, lui c'est un médecin, elle ne travaille pas, mais elle avait son rêve d'être écrivaine, mais qui ne s'est jamais réalisé. Elle a fait ses études en lettres et finalement elle a épousé un homme que elle n'aimait pas, mais que son père aurait préféré qu'elle épouse. Son père qui est aussi un docteur, un médecin. Donc voilà, vous voyez, ce sont des choses un peu, mais complètement différentes. Et donc ce Léo, il manigance enfin, il imagine un plan assez cruel, on va dire, pour gagner un peu plus d'argent. Ça, je vous le dis parce que c'est au départ, hein. Il veut remplacer donc sa Zoé par cette Noélie. Et donc après, il sait pas trop ce qu'il va en faire, mais il veut la remplacer, ensuite intégrer cette maison, se débarrasser de Marie, je sais pas comment il comptait se débarrasser des enfants, etc. Mais enfin bon, reprendre en fait la place de ces riches, tout simplement parce qu'il y a une forte ressemblance entre ces deux femmes. Et donc Zoé va s'appliquer pour apprendre le langage un peu plus soutenu, pour être un petit peu moins vulgaire et familière comme elle est dans la vie avec Léo. Donc ça va être assez intéressant tout ce cheminement pour arriver à ceux qu'ils ont inventé comme plan, surtout Léo, pour kidnapper cette Noélie. La suite, je vous raconte pas. Je peux vous dire juste que c'est assez tristouné comme la fin. Je ne m'imaginais pas du tout à la fois heureux. C'est assez bizarre, hein. Il y a pas mal de secrets de famille, hein. C'est une lecture que vous pensez savoir comment ça va se terminer, mais au final, vous n'en savez rien du tout parce que c'est complètement différent. À la fin, j'étais complètement choquée. Et c'est ça qui est pas mal. Après, c'est vrai que c'est pas tout à fait le style de lecture que je préfère, mais si on enlève toute cette vulgarité, on peut la comparer un petit peu à Lucinda Riley, parce qu'il y a des secrets de famille, parce qu'il y a quelque chose qui vous happe quand même, c'est assez intéressant, hein, vous avez envie de découvrir la fin, mais le début, il était un petit peu long quand même. Mais sinon, c'est plutôt une bonne lecture, hein, pourquoi pas, pour différencier vos lectures. Je suis désolée, le soleil il vient et repart, on est tout le temps dans le noir, donc je respecte bien le thème avec mon maquillage noir. Donc, intrigue bien menée, même si, voilà, comme je vous ai dit, on pouvait deviner la fin sans le connaître, mais on le connaît finalement pas. Et donc ici, j'ai marqué aussi deux petites phrases. Ah, il faut savoir aussi que Zoé, elle est orpheline, hein, et puis l'autre fille, elle a la famille. Donc Zoé, elle est orpheline, elle a été élevée par enfin orpheline de sa mère de 16 ans qui était morte en couche, et elle a été élevée du coup par ses grands-parents quadragénaires. Donc voilà. Et il faut savoir qu'elle avait une enfance assez difficile parce que les grands-parents étaient assez jeunes, ne s'attendaient pas du tout au fait que déjà la fille était enceinte et puis qu'elle décède lors de son accouchement. Et puis ils s'attendaient pas du tout à avoir un enfant à s'en occuper alors qu'ils étaient encore jeunes. Voilà, donc il l'a laissé un peu aller et puis elle le sentait, et d'où cette relation avec ce Léo drogué. Voilà. Il y avait deux phrases qui m'ont marqué, donc bon, elles peuvent être drôles, mais c'est de l'humour noir, hein. Par exemple, un vieux clochard mariné tel un déchet humain au milieu au milieu des immondices qui débordaient des poubelles. Un déchet humain. Et puis c'était une autre phrase, elle était assez drôle celle-là. Donc une vieille jument défoncée, rentrée du turbin, un titubant sur ses talons hauts, à moitié
morte d'épuisement. Donc voilà, vous pouvez vous imaginer un petit peu le langage dans lequel ce livre est écrit. Donc voilà, c'est tout pour mes lectures. J'espère que vous avez apprécié quand même. Pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification, n'oubliez pas. Pensez à liker aussi cette vidéo si elle vous plaît. J'espère que ça vous plaît et que vous reviendrez par la suite regarder mes autres vidéos. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de mes DVD que j'ai achetés, ça va vite fait. Donc j'ai donc trouvé la saison 1 de Sex and the City. Je suis très déçue, comme je vous ai dit, j'arrête les achats d'occasion, si ce n'est pas des choses vintage et anciennes. Je les arrête, je fais pas confiance aux gens parce que le truc il était marqué en très bon état. En quoi il est en très bon état? Il est bon, certes c'est une très belle couverture, etc. Il est arrivé défoncé, donc là pour un cadeau franchement là c'est défoncé. Les CD sont marqués, il faut que je les regarde s'ils sont bien. Ils sont rayés et puis la personne est extrêmement désagréable et me parle mal. Et elle me dit que les CD ne sont pas faites pour être des miroirs. Mais ce n'est pas non plus un papier à poncer, donc on ponce pas les murs avec. Voilà, il a oublié un petit peu ça. Et je n'achète pas les CD et les DVD pour les miroirs. J'en ai plein à la maison. Et je les achète uniquement pour regarder ce qu'il y a dessous ou bien écouter. Ici, il y a plein de rayures, et ben c'est impossible. Voilà, si la personne ne comprend pas. Et puis j'ai trouvé Prison Break, donc ultime saison, la toute dernière, je l'ai trouvée sur Amazon, c'était vendu par Momox, mais sur Amazon. Voilà, un super bon état, c'était marqué très bon état et pas neuf, hein. Et c'est en effet un bon état, un très bon état, pardon, attendez, avant que je le défonce. Et voilà, aucune rayure, hein, et aucune tache des doigts. Voilà, les taches des doigts je m'en fiche, hein, mais les rayures, hein, non. Impeccable l'état, voilà, pas défoncé et payé moins cher que ce que j'ai acheté, parce qu'on m'a en plus reproché que j'ai pas payé ça cher. Oui, mais c'est mon argent, j'en fais ce que je veux. Voilà, sur ce, merci beaucoup de votre attention, désolée de finir sur cette note un peu amère. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais... J'ai pas réussi à faire la fin puisque la vidéo a été coupée. Voilà, donc sur ce, écoutez, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. D'ailleurs, les achats que j'ai faits, j'ai fait sur Amazon concernant les DVD et puis sur le Bon Coin. Donc j'arrête. Hein. Moi j'aime beaucoup ce site, mais pour les ventes, pas pour les achats concernant le Bon Coin, enfin tout ce qui est occasion. Après, c'est vrai que j'ai acheté quand même des choses assez sympathiques, des choses vintage hein, sur le Bon Coin. Mais il y a des choses aussi que j'ai achetées sur eBay à qui je fais confiance. Et vous voyez, les gens, ils sont pas tous soignés quoi. T'achètes un... J'ai acheté un gramophone, j'ai quand même dépensé plus de 80 €. Le truc, il était emballé n'importe comment. Elle a collé le scotch de partout sur des parties métalliques et en bois. Vous enlevez le scotch marron. Hein. Vous enlevez le scotch marron, le scotch, il reste... Enfin, sur le scotch, il reste la patine du métal. Mais j'ai enlevé doucement en plus. La patine du métal et puis les restes de la peinture du bois. Et après, on va me dire que je chipote ou... il m'insultait, enfin, bon. Donc voilà, il y a des gens comme ça, mais bon, c'est pas celle d'eBay. Celle d'eBay, elle répond pas du tout. Elle est, je sais pas où elle a disparu dans la nature. Elle répond absolument pas à mes messages. Mais celui de Le Bon Coin, il est exécrable. Il est J'ai pas envie de lui ressembler, hein, mais extrêmement désagréable comme personnage. Voilà. Donc, sur ce, merci beaucoup de votre attention. Abonnez-vous et à très bientôt. Ciao!